Salut tout le monde, c'est Skywood. Alors c'est vrai que j'avais pas fait de vidéo depuis pas mal de temps, hein, presque 6 mois je crois que j'ai pas fait de vidéo, de vraies vidéos en tout cas. On m'a demandé sur le forum Arduino de faire une review tutoriel de l'oscilloscope Rigol que j'ai acheté il y a un mois environ. C'est un Rigol DS1052E. Donc c'est un oscilloscope numérique que j'ai acheté en remplacement de mon ancien oscilloscope analogique. Et on m'a demandé donc de faire un petit retour d'expérience sur cet oscilloscope et d'expliquer rapidement comment l'utiliser. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un oscilloscope numérique de la marque Rigol. C'est la version DS1052E, donc c'est celui que vous voyez actuellement sur la vidéo. Donc là il est déjà sorti de la boîte, etc. etc. Il est déjà prêt puisque j'ai déjà utilisé. Pour ceux qui veulent voir le contenu de la boîte, comment il a été envoyé, etc. J'ai fait un article sur le blog avec quelques photos, mais j'ai pas la boîte là donc je pourrais pas vous la montrer. Sinon concernant le prix, je l'ai acheté pour 299€, frais de port et TVA compris, chez un site allemand qui s'appelle Batronix, que je connaissais absolument pas, mais qu'on m'a proposé sur Twitter, et qui s'avère être très bien. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous inquiétez pas. Concernant l'avantage, avant j'avais un oscilloscope analogique Philips, qui était un peu vieux, il avait déjà 25 ans, que mon grand-papa m'avait offert. Et bon, il avait fait son temps et il marchait plus réellement correctement. Donc je me suis offert ce Rigol et j'en suis très content. Concernant les spécifications techniques, concernant l'écran, déjà on a un écran de 5 pouces 7 couleur. Il n'a pas une résolution faramineuse, c'est du 320 par 234 pixels, mais c'est tout à fait correct. Vous verrez tout à l'heure quand je montrerai des signaux, etc. Ça rend assez bien. Il a 2 voix, ce qui est pas mal. J'ai vu encore des oscilloscopes numériques à une voix et je pense franchement qu'il n'y a aucun intérêt. Un oscilloscope c'est 2 voix minimum, sinon c'est pas grand intérêt. Et il peut donc aller jusqu'à des fréquences de 50 MHz avec une fréquence d'échantillonnage de 1 giga sample par seconde. Alors le truc c'est qu'ils disent officiellement qu'il peut aller jusqu'à 50 MHz, mais pour ceux que ça intéresserait vraiment, le DS1152E, donc la gamme juste au-dessus, qui vaut presque 150€ de plus, en fait c'est exactement la même chose mais avec 100 MHz, et la seule différence entre la version que j'ai ici et la version au-dessus, c'est juste le logiciel qui est débridé, puisque dans la version 50 MHz il y a un bridage logiciel uniquement. Donc pour ceux que ça intéresse, on peut débrider cet oscilloscope pour qu'il fasse du 100 MHz sans payer le supplément donc des 150€. Pour ce qui est de la précision, on va dire, donc c'est du 8 bits de précision verticale. Ça peut paraître un petit peu léger, mais comme il y a les calibres, ça donne des résultats assez intéressants. Les calibres peuvent aller de 2 mV par division à 10 volts par division. Et l'oscilloscope est fourni avec des sondes x1 ou x10. Alors c'est des sondes passives, c'est pas des sondes actives, mais bon, déjà il est fourni avec 2 sondes, c'est déjà pas mal. Il est aussi fourni avec un manuel, mais en chinois, donc c'est pas franchement utile. Voilà. C'est à peu près tout concernant les spécifications. Oui, si, il a aussi un menu spécial que je vous montrerai tout à l'heure, qui permet de faire des opérations arithmétiques, des opérations logiques plutôt, sur les 2 channels, donc par exemple de la transformation de Fourier, des additions, des soustractions ou des filtres. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc l'oscilloscope, il a cette tête. Pour ceux qui ont déjà vu un oscilloscope numérique, il n'y a rien de bien nouveau. On a une partie écran, les boutons des menus. Hop. Ici le panel de contrôle, donc là on a les 2 voies, voie X, voie Y et la synchronisation extérieure. Je vous en parlerai tout à l'heure. On a les boutons ici des menus, donc menu de mesure, menu d'acquisition, menu de capture, donc pour faire des captures d'écran ou des fichiers, mais j'en parlerai tout à l'heure.
les curseurs pour faire des mesures sur l'écran, l'affichage et les divers outils système. Ici on a la gestion du signal, parce que un gros avantage des oscilloscopes numériques, c'est justement que l'on peut arrêter le signal. Sur un oscilloscope analogique, le signal s'affiche en temps réel. Sur un oscilloscope numérique, il s'affiche en temps réel, mais on a un bouton Run Stop qui permet de faire une pause dans le signal pour pouvoir plus facilement le mesurer ou l'analyser. On a ici les boutons pour choisir les voies. Donc là on a la voie 1, voie 2 et la voie spéciale qui est les opérations mathématiques. On a ici le réglage de la sensibilité verticale et ici le réglage de la sensibilité horizontale. Donc verticale c'est les divisions, les volts par division, et horizontale c'est les secondes, millisecondes, microsecondes par division. Et on a finalement le bouton, enfin les options du trigger, donc c'est le déclencheur, c'est ce qui permet de caler un signal et d'avoir toujours un signal bien stable. Hop, donc si on allume le rigole, on a au bout d'un petit moment l'écran de démarrage. Ça prend un tout petit peu de temps, voilà. Donc là ici je suis en mode classique, hein, il est sur le channel 1, il affiche uniquement le channel 1, il est en mode temps réel, hein, vous voyez le bouton Run Stop est vert. Je vais mettre un signal quelconque sur le channel 1, avec la masse ce sera pas mal. Ouais, ça c'est le channel 2, channel 1. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, ici il y a une sortie spéciale qui envoie un signal carré à 1 kHz pour faire des tests de ces sondes. Donc moi c'est ce que je vais utiliser pour vous montrer un peu les fonctionnalités. Donc là ici vous voyez qu'on a le signal donc en temps réel. Je vais essayer d'avancer un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir. Je sais pas si ça se voit très bien la vidéo, mais on voit l'écran qui grésille un petit peu en haut des fronts. Si j'appuie sur Run Stop, on voit Stop s'afficher ici, et donc on a le signal arrêté. Le gros avantage ici maintenant, c'est que l'on peut s'amuser à bouger dans le signal. Hop, on va reculer un peu. Et là maintenant, on peut s'amuser à utiliser toutes les options de l'oscilloscope. Donc là, vous voyez, on peut changer la résolution verticale. Donc là, je suis à 2 volts par carreau, je peux aller à 1 volt par carreau, je peux même aller à beaucoup plus. Je peux décaler le signal en hauteur. Le petit flag ici, c'est le 0. Je peux aussi le décaler dans le temps, hein. Donc ici on a le trigger, c'est le moment où s'est déclenché l'acquisition, et on peut se déplacer. On peut aussi dézoomer. Donc là j'ai l'intégralité de l'acquisition. Alors l'acquisition n'est pas infinie, hein, bien sûr, derrière il y a de la mémoire qui est finie. Donc là on peut, avec le calibre actuel, je peux enregistrer 5 millisecondes de signal, ce qui est déjà pas mal. Et donc on peut zoomer, dézoomer, etc. Et ici on a l'état du zoom en quelque sorte. Donc voilà, ça c'est les menus classiques, hein. Si vous avez un oscilloscope analogique, vous les connaissez. Le truc c'est qu'on peut avoir plein de mesures. Donc si je appuie sur le bouton mesure, alors oui c'est en anglais, ça peut pas être passé en français, mais ça se comprend assez facilement. Donc là par exemple on a le bouton mesure qui permet d'afficher en bas de l'écran diverses informations. Donc là par exemple sur le channel 1, si je les efface tous, je peux choisir le channel 1, choisir d'afficher la tension à crête max, crête min, l'amplitude crête à crête, le niveau haut, le niveau bas, l'amplitude moyenne, valeur efficace, etc. etc. Si je prends par exemple l'amplitude, ici elle est de 3 volts. Je peux aussi afficher dans le temps la période d'1 milliseconde, ou la fréquence, qui doit s'afficher, je sais plus où est-ce qu'elle s'affiche, voilà, qui s'affiche ici, donc elle est un peu cachée, voilà, fréquence de 1 kHz. Il y a d'autres choix, hein, temps de montée, temps de descente, largeur de l'impulsion positive, largeur de l'impulsion négative, le rapport cyclique et le retard. Le retard c'est très pratique pour calculer un déphasage. Et il y a la version, voilà, la version front montant et front descendant. Return. Donc oui, le bouton menu qui est ici, c'est le bouton Return en fait. Ça permet de retourner
soit au menu, soit à l'écran principal, soit quand on est dans un sous-menu, de retourner au menu précédent. Voilà. Un autre truc qui est vachement pratique, parce que ces informations-là, elles sont pas mal, mais elles sont pas super utiles, hein. Le truc vraiment utile dans les oscilloscopes numériques, c'est quand même les curseurs. Donc il y a différents types de curseurs. Voilà. Donc il y a manuel, suiveur et auto. Très franchement, j'ai jamais compris à quoi servait le curseur auto. Mais moi, le seul que j'utilise réellement, c'est le curseur manuel. Donc on peut choisir le type. Soit c'est des curseurs qui vont être... alors je sais pas où est-ce qu'il s'est barré le curseur. Soit c'est des curseurs en Y, hein, en temps ou en volt. On va sélectionner un curseur. Alors par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'ils ont pu aller scaler les curseurs. Voilà, donc ça c'est l'effet vidéo. Il suffit que je fasse une vidéo pour que le curseur se barre. Ah, d'accord. Voilà. J'avais fait l'erreur de rester sur un ancien curseur. Je devais sûrement faire un calcul quelque part. Et j'étais resté sur la mauvaise source. Donc le curseur, donc il a un type, il a une source. On peut choisir alors deux curseurs par... enfin on peut avoir deux curseurs simultanément, curseur A, curseur B. On peut choisir de les décaler ensemble, d'en décaler juste un seul. Donc là j'en décale un seul. Là je décale uniquement le B, et voilà. Et un truc qui est vachement pratique par exemple, c'est si je... on va zoomer un petit peu. Si je me place sur la fin du front sur le curseur B et sur le début du front, oups, voilà typiquement, tac, tac, ce que je peux faire c'est après resélectionner les deux en même temps et regarder si par exemple ce front ici est bien le même. Donc voilà, je peux déplacer deux curseurs en même temps et faire des mesures, on va dire, d'intervalle. C'est assez pratique. Donc ça c'est des curseurs en temps. On a le même principe avec des curseurs donc en tension, ici en Y. Donc si je fais ça, c'est pas le bon. Voilà, je peux me décaler comme ça. Et donc ici on a les volts, hein, et le delta. Même principe ici avec le delta plus la fréquence. Donc ici on voit qu'on a une fréquence de 2 kg, ça veut dire que je ne suis pas tout à fait bien calé. Voilà. Et donc là on peut voir que c'est deux fois la fréquence du signal complet puisque j'ai pris qu'une demi-période. Donc ça c'est les curseurs, c'est très pratique. Alors je vais les désactiver sinon ça va m'embouser tout le truc. Voilà. Donc ça c'est les curseurs, c'est très pratique pour faire des mesures. Bon là pour le moment c'est pas vraiment parlant puisque c'est un signal carré, mais tout à l'heure je prendrai un signal un petit peu plus parlant, ce sera un signal audio. C'est juste pour vous donner le principe. Au niveau des acquisitions, on peut choisir diverses options. Donc il y a les options, il y a l'acquisition normale, il y a des acquisitions moyennes, il y a des détections de glitch, mais j'ai jamais compris à quoi ça servait. On peut aussi avoir des temps d'acquisition, on peut avoir des modes d'acquisition. Bon ça je vous avouerai que je les utilise absolument jamais, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Ce que j'utilise vraiment moi c'est l'option de stockage, puisque comme vous pouvez le voir il y a un port USB, et que grâce à ce port USB on peut stocker des captures d'écran, mais pas que. Donc je vais essayer de mettre une clé. Voilà, donc là il l'a détecté. Je peux choisir externe, et alors là je peux faire un nouveau fichier normalement. Sauvegarder. Voilà. Donc là ce que ça a fait, c'est que ça a fait un fichier avec des courbes. Donc ça a l'extension WFM. C'est un fichier spécial qui peut être ouvert avec le logiciel qui est fourni avec l'oscilloscope. C'est un logiciel uniquement pour Windows par contre. À l'arrière de l'oscilloscope il y a un port USB. Et il y a des personnes qui ont réussi à faire une version Linux du logiciel en utilisant le port USB à l'arrière. Mais j'ai pas essayé, donc je préfère pas trop en parler, puisque je sais même pas du tout si ça marche. Par contre ce qui est pratique, c'est qu'on peut choisir le type d'export. Les courbes classiques c'est bien parce qu'elles contiennent toutes les informations. Quand on l'ouvre dans le logiciel on peut avoir l'équivalent de l'écran de l'oscilloscope. Par contre c'est pas forcément pratique si on veut par exemple intégrer une image sur le blog, etc. Donc là il y a diverses options. Bitmap qui porte bien son nom, qui permet d'avoir une capture d'écran. Alors ce qui est bête un petit peu, c'est que ça capture aussi le menu. Bon,
Enfin, je pense qu'il doit y avoir un moyen d'éviter que ça capture le menu. Et il y a une autre option qui est vachement intéressante, c'est l'option CSV qui fait une sorte de... ça fait un fichier tableur avec les divers points du signal. Donc après on peut l'exporter sur un tableur. Donc ça c'est un truc que j'utilise tout le temps pour faire des captures de signal et les mettre sur une clé USB. Bon après pour les options d'affichage, il y a des trucs qui sont un petit peu intéressants, mais bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. On peut choisir la luminosité. Alors contrairement aux nouveaux oscilloscopes Rigol où la luminosité elle se règle en fait par zone, comme sur un vrai oscilloscope analogique, l'endroit où le signal reste le plus longtemps, c'est là où c'est le plus lumineux, et les autres c'est là où c'est le plus clair. Là c'est juste une luminosité logicielle, tout ce qui est de plus classique. Hop, on va y remettre normal. Sinon par contre ce qui est intéressant c'est les divers modes d'affichage. On a l'affichage en points qui fait à peu près le même affichage qu'un oscilloscope analogique. Et on a l'affichage en vecteur qui est l'affichage on va dire classique. Oups. Voilà. On a aussi des modes de persistance. Donc là il n'y a pas vraiment le choix, il n'y a que deux modes, c'est soit c'est activé soit c'est infini. Le mode de persistance en fait c'est alors là pour un signal comme ça c'est pas super utile, mais quand on est en mode XY qui est je sais plus trop où, je crois que c'est dans le mode menu, enfin je vous montrerai tout à l'heure, en fait ça permet d'avoir une sorte d'historique de tous les points qui ont été enregistrés avant. Bon là c'est pas vraiment utile, mais ça peut être très pratique si on a une hystérésis en mode XY, on peut avoir l'hystérésis complète qui reste à l'affichage de manière stable. Donc je vais la désactiver sinon ça va me foutre la merde. Et dans les utilités, bon on a divers trucs. Moi j'ai désactivé le son le premier jour où je l'ai eu parce que les bip bip c'était vraiment chiant. Et puis bon on a un utilitaire, alors il est pratique mais moi je l'utilise pas forcément et je pense que c'est la grande majorité des utilisateurs qui le laissent de côté. Ça permet de faire des masques. Alors, je sais même pas comment on l'utilise réellement. Zut. Ça permet de faire des masques sur des signaux pour savoir si un signal est stable dans le temps et s'il passe justement un masque. Alors, ça doit être pratique si on veut faire du truc en usine pour savoir si un matériel sort vraiment un bon signal ou pas. Mais moi, je trouve pas ça franchement utile pour moi, pour mon utilité. Sinon après on a diverses options, infosystème, etc. etc. Oups, je vais faire une boulette là. Voilà, donc le menu utility, à part cette option de test, pas très utile. Par contre un truc qui est vachement utile au niveau des utilitaires, c'est le bouton qui est ici, le bouton auto. Si on appuie dessus, ça fait automatiquement le calibrage et l'affichage du signal. Par contre ça le fait sur les deux voix, donc là vous voyez j'ai une voix numéro 2 qui est flottante, hein, donc ça fait un peu de la merde. Je peux la désactiver, tac. Et par contre ça règle automatiquement le calibre qui va bien pour avoir les deux signaux sur l'écran et pour les voir en entier. Donc c'est un peu le mode feignasse quand on sait pas trop quel signal, enfin si on n'a pas envie de se casser la tête à le régler, on fait auto et puis automatiquement ça met les deux signaux comme ils vont bien. On peut choisir après les modes, hein. Bon, ça après c'est selon la convenance, hein. Si on veut avoir un affichage comme ça, ou si on veut avoir un affichage, alors je sais plus trop qu'est-ce qu'il propose. Voilà, il y a l'affichage avec les barres répétitifs, ou uniquement les fronts montants, fronts descendants, etc. Donc là par exemple le Channel 2 il fait un peu de la merde. Voilà, c'est les 4-5 modes auto qui... Bon, c'est pratique, mais c'est plus simple de faire son réglage à la main, quoi. Au niveau des boutons des channels, donc il y a le channel 1, channel 2, le mat. Pour choisir un channel, quand on veut éditer un menu, parce qu'on n'a qu'un seul lot de boutons vertical, il suffit d'appuyer sur channel. Premier appui, ça va sélectionner le channel, donc là, je vais déplacer le channel 1. Deux appuis, ça va afficher le menu. Donc là, j'ai le menu. Je peux choisir le couplage, donc DC, AC ou GND pour avoir un signal
exemple là pour mettre le niveau 0. La limite de bande passante, on a le type de sonde, donc par défaut les sondes qui sont données c'est des x1 ou x10, donc on peut choisir la sonde ici, ou on peut aller jusqu'à x1000 si on veut, pour faire des gros signaux, enfin des petits signaux et les avoir en gros affichage. Hop, donc là je suis en mode x1. On peut aussi choisir des filtres, donc filtre passe bas, passe haut, voilà, donc là par exemple il se passe rien, ou passe bande, ou réjecteur. Donc voilà, c'est des filtres logiciels par contre, c'est pas des filtres matériels, hein, ce qui est assez normal. Donc parfois ça donne quand même des résultats un petit peu bizarres. Mais bon, ça s'utilise pas très souvent, donc c'est pas bien grave. On peut aussi inverser le signal, si par exemple vous avez une inversion de polarité sur une sonde, vous pouvez directement l'inverser ici sans avoir à changer votre sonde. Toc. Par exemple, si je veux par contre désactiver un channel, donc si j'appuie une fois, bon là ça m'affiche directement le menu puisque j'étais déjà sur le channel 2, si je rappuie une deuxième fois, le bouton s'éteint et donc là le channel n'apparaît plus. Si je rappuie ça le rallume, ça revient sur le menu, et si je rappuie ça l'éteint et ça enlève le menu. Ce que je vais essayer de faire c'est je vais laisser la sonde comme ça, je vais remettre le signal et je vais vous montrer l'outil mat. Donc l'outil mat, comme je vous le disais, ça permet d'avoir des utilitaires mathématiques sur deux signaux. Donc là par exemple je suis en train de faire une FFT, donc j'ai désactivé ce signal là. Comme c'est un signal carré, il y a plusieurs harmoniques, donc on a la fréquence, je sais plus comment ça s'appelle, enfin on a la fréquence principale et on a les diverses harmoniques. Donc là comme c'est un signal carré, on a des harmoniques qui sont séparées par la même longueur. Donc ça c'est l'affichage FFT. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut avoir des curseurs dans l'affichage FFT comme sur n'importe quel channel, et on va se mettre sur A. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut directement, alors faut bien se caler par contre parce que c'est pas très précis, on peut avoir directement la fréquence. Alors bien sûr ça va pas me l'afficher, je sais plus. Ah bah oui, mais je suis pas, j'ai pas un. Ah bah oui. Source FFT. Voilà. Donc on peut avoir l'affichage par curseur des diverses fréquences. Donc là par exemple j'ai une fréquence principale de théoriquement 1 kg. Voilà, 1 kHz. Et j'ai un premier harmonique à 3,4 kg. Enfin 3,04 kHz. Donc voilà, ça c'est un exemple typique des curseurs qui est quand même assez pratique. La FFT, moi je m'en sers pour faire des vérifications sur des signaux. Donc là par exemple audio, j'essaierai de vous en montrer un. J'ai pas la carte, j'ai pas branché la carte, donc je couperai la vidéo et puis je ferai une petite aparté pour ça. Et on va désactiver le curseur. Et donc on n'a pas par contre que le mode FFT, hein, on a plein de modes. On a FFT, on a de l'addition. Donc là bien sûr ça laisse paumer à perpète là-haut. Donc ça c'est de l'addition de signal. Donc là il additionne en fait le signal un peu pourri qui est rien en fait, avec le signal carré, donc on voit qu'il les additionne ici. On peut aussi lui demander, bah là voilà, on peut lui demander de les soustraire, ou on peut lui demander de les multiplier, mais alors là ça va donner quelque chose d'assez bizarre. On va diminuer, voilà, tac, on va remonter le signal, et là ça donne une sorte de signal carré avec des morceaux de bruit. Donc voilà, ça c'est pratique, le menu mat pour faire divers tests sur des signaux. Si on a deux signaux analogiques, on peut les additionner, regarder ce que ça donne, etc. Donc voilà, ça c'est pas possible avec un oscilloscope analogique, enfin je crois pas. Par contre c'est possible directement avec cet oscilloscope numérique. Donc tac, on va éteindre, tac, on va éteindre. Oui, il y a un bouton off aussi pour ceux qui n'ont pas envie d'appuyer plusieurs fois. Alors par contre, ce bouton référence, j'ai jamais utilisé, donc je ne saurais pas vous dire à quoi il sert.
Pour ce qui est de la précision verticale, enfin de la précision horizontale, voilà, c'est là que je voulais vous montrer. On peut choisir la base de temps. Donc là, c'est une base de temps Y. Hein, on a un affichage classique. Et on peut passer en mode XY. Et donc là, on a l'affichage. Alors, ouais, on peut pas décaler par contre. Voilà. On a l'affichage du signal en mode XY, comme sur un écran de télé en fait. Où en X, on a le channel 2 et en Y, on a le channel 1. Ou l'inverse, je ne me rappelle jamais. Alors ça c'est pratique pour les hystérésis, et comme je vous le disais, si en plus on rajoute la persistance, là on la voit clairement la persistance, si on met pas de persistance, alors je vais essayer de zoomer un tout petit peu, sans persistance donc on a, ah, ça va pas réussir, allez le zoom, ouais, alors ma caméra a vraiment des petits problèmes. Bon, donc là c'est sans persistance, on voit que le signal il saute, c'est pas très c'est pas franchement pratique de lire. Si on met en place la persistance, alors bien sûr, on va essayer d'augmenter. La caméra a du mal, la caméra a vraiment du mal, je suis désolé. Bon, là on voit déjà que le signal donc en persistance reste fixe, et donc là on peut faire après nos curseurs, faire nos mesures. Le signal continue à bouger en arrière-plan, mais on a la persistance qui permet de faire l'affichage fixe. Donc on va la désactiver, on va revenir au menu. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'était le trigger. Donc c'est cette série de boutons ici. Donc là, c'était le menu horizontal. Alors il y a d'autres choses, mais bon, c'est pas franchement le mode retardé. J'ai jamais compris à quoi il servait. Il y a d'autres options, mais ça j'en parlerai pas. Et par contre il y a le menu trigger qui permet de faire des choses super intéressantes. Donc là par exemple j'ai un signal qui est le trigger est sur un front montant, et ben imaginons que je veux faire un trigger sur un front descendant, et ben je peux faire un trigger sur un front descendant. Donc là vous voyez le signal est inversé, ou sur n'importe quel front, sauf que dans mon cas étant donné que c'est un signal carré, et ben je perds la synchro puisque je fais une synchro à chaque fois. Voilà. Alors le truc c'est qu'on a aussi un bouton, donc là il y a la petite molette ici, qui permet de choisir le niveau de la synchro. Donc là j'ai un signal carré, c'est quand même c'est simple, la synchro peut se faire à l'intérieur du signal. Si je me mets par exemple à 0, la synchro peut plus se faire et le signal part en brioche. Si je vais trop haut, ben pareil, le signal part en brioche puisqu'il peut plus synchroniser. Donc ça c'est pratique. Si on a des tout petits signaux, on peut régler le trigger pour faire que le signal lui reste bien stable, alors que le signal il bouge. Et comme en plus on a le zoom, vous voyez, on a le décalage horizontal, on peut vraiment bien se déplacer dans son signal et voir comment il est. On peut même passer en mode run stop et puis se décaler dans tout le signal. Donc ça c'est vraiment pratique le trigger. Et il y a la synchronisation extérieure, donc sur cette broche BNC qui permet de faire un trigger. Donc là vous voyez il y a le channel 1, channel 2 et extérieur, et là extérieur ça permet de faire une synchronisation sur un signal par exemple. Si vous avez un signal, un bus, un exemple typique, vous avez un bus et votre machine elle sort un signal d'horloge, et bien vous pouvez injecter le signal d'horloge dans le trigger extérieur et avoir vos deux signaux du bus, channel 1, channel 2 en même temps. Ou si vous avez par exemple une ligne I2C, vous pouvez mettre channel 1 data, channel 2 clock, et puis mettre source, channel 2, et tac, ça va faire le synchro automatiquement. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc super pratique. Oui, bon, après il y a les options de balayage, mais je vous conseille de rester sur auto parce que c'est la seule qui marche vraiment bien. Voilà. Hop, on va quitter le run stop. On va essayer de le remettre correct. Donc voilà, c'était un petit démo quand même un peu long parce que ça va faire, je pense, presque 30 minutes que je raconte n'importe quoi. Donc voilà, c'était une petite présentation du Rigol DS1052E. Moi je suis super content de cet oscillo. Je sais qu'il y a des oscilloscopes dans le même ordre de prix, hein, 300 €.
chez d'autres fabricants, chez Orion je crois. Enfin bon, il y a d'autres fabricants, mais moi j'ai pris un Rigol parce que c'était vraiment c'est le DS1052, c'est un peu l'oscilloscope par excellence pour les amateurs. C'est un outil qui est super qui est super bien coté, qui est solide et que son fonctionnement est avéré, hein. C'était en fait le très haut de gamme de Rigol il y a 4 ans. Donc bon, il a pris un petit coup de vieux, c'est sûr, hein. Mais il y a 4 ans, le Rigol 1052 valait à peu près 800 $ et c'était vraiment le super haut de gamme de Rigol. Maintenant, le haut de gamme de Rigol, eh ben, il vaut toujours 800 $. Par contre, évidemment, il y a beaucoup plus de fonctionnalités, hein. Il est capable de faire des choses bien plus performantes. Le truc, par exemple, le truc qui est un petit peu moyen sur cet oscilloscope, c'est l'affichage. Vous voyez la luminosité, en fait c'est logiciel, c'est un écran TFT, tout ce qui est le plus classique, et on peut pas faire de la luminosité par point. Alors que sur le nouveau haut de gamme de Rigol, on a déjà un écran 7 pouces, hein, ce qui est quand même un peu mieux, et on a un affichage comme sur un oscilloscope analogique classique, hein. Là où le signal reste le plus longtemps, c'est là où c'est le plus clair. Bon, mais après ça, est-ce que c'est vraiment utile pour une personne qui veut juste regarder un signal? Pour moi, non. Donc cet oscilloscope, c'est vraiment un bon investissement. Et si vous cherchez un oscilloscope numérique pour votre atelier, pas cher et puis qui marche bien, franchement, je vous conseille cet oscilloscope parce que c'est vraiment une bête de course et il fait vraiment bien son taf. Voilà. J'espère que vous serez là pour mes prochaines vidéos et puis je vous dis à plus, hein.